votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.ci. En période d'élection présidentielle, soyez des flûtes pour la paix et non pas des tambours pour la guerre. Téléspectateurs de nos chaînes de télévision, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de l'information continentale, à savoir l'information qui touche l'Afrique d'abord en premier et aussi des endroits où vont et viennent nos politiques, à savoir les politiques africains. Merci d'être des nôtres. Je suis Constieka. Le panorama de l'information politique, surtout en premier, nous fera parcourir l'Algérie, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Djibouti, le Congo, le Burkina Faso et les Émirats arabes unis, où une colonie, pour ne pas dire une délégation ivoirienne, y séjourne pour un objectif très précis. Restez les nôtres sur Constieka Weekly News. Dans cette émission Constieka Weekly News, nous allons commencer par le Gabon. Au Gabon, le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, brille de mille feux. Il s'est rendu à Oyem, c'est une ville du Gabon, pour une visite de travail, au grand plaisir de ses compatriotes. Le président Oligui Nguema, comme vous le voyez, ce président qui a décidé de toucher du doigt tout ce qui se fait dans son pays. Il n'est pas que là pour donner des instructions, mais il va toucher du doigt si les choses se font, si elles se font bien. Nous quittons le Gabon pour le Bénin. Le Bénin, le pays du président Patrice Talon, encore pour quelque temps, parce que vous savez, il partira, il quittera ses fonctions dans quelques mois. Et au Bénin, le pays du président Patrice Talon, le leadership politique des femmes se construit, se matérialise et se confirme même dans ce pays d'Afrique. Reportage CNN. Cette deuxième journée des rencontres intergénérationnelles des femmes leaders politiques du Bénin a réuni les participants et représentants de l'IGD, du PAEG, ainsi que CARE Bénin Togo, qui ont présenté à l'auditoire les dispositifs qu'ils mettent en place pour soutenir les femmes désireuses de se porter candidates aux élections. Au niveau de CARE Bénin, nous avons un programme d'autonomisation économique des femmes, la voix et le leadership des femmes et des filles, mais également le leadership et l'activisme politique des femmes et des jeunes. À travers ce programme, nous travaillons pour renforcer le leadership politique des femmes, déjà à partir de nos groupements, nos groupes de solidarité que nous appelons FAFAWA, Femmes Autonomes, Filles Ambitieuses, mais également nous travaillons avec ces femmes-là à développer un plan d'action sur le terrain. Le programme d'appui à l'égalité des genres, il est mis en œuvre à travers plusieurs thématiques et celle qui nous réunit ici, dans ce cadre-là, c'est la promotion du leadership politique de la femme. Par rapport à ça, l'UGP, mis en œuvre par Participe GmbH, a recruté 502 jeunes femmes désireuses d'aller sur le terrain politique et qui sont dans un processus de renforcement progressif de leurs capacités depuis 2023. Après le panel, travaux de groupe pour définir une stratégie de plaidoyer auprès des partis politiques et d'établir un plan d'action collectif. La discussion est en train de tourner surtout autour de la synergie d'action. Plus on y va de façon éparse, moins la victoire est. On peut voir qu'à travers ces programmes, plusieurs jeunes femmes sont formées sur le leadership féminin et aujourd'hui, elles peuvent être accompagnées à pouvoir occuper des postes de décision. Dans la salle, j'ai remarqué la présence massive des femmes rurales, des femmes intellectuelles. Donc ça veut dire que le leadership féminin n'est pas seulement au niveau intellectuel, c'est à tous les niveaux. Ces assises représentent une étape décisive qui prépare déjà les femmes leaders apaisées pour les prochaines échéances électorales.
Allons-y faire un tour après le Bénin dans le pays de celui qui brille de mille feux, de par sa constance, de par son professionnalisme, son leadership, à savoir le président de la République de Côte d'Ivoire, qui brille surtout par l'efficacité et le plaisir, le bonheur qu'il offre à son peuple. Le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, nous parlons du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025, qui a été suivi d'une rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et le président élu de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould Tah. C'est certains Africains qui me disaient récemment, lors d'un séjour en Europe, qui me disaient qu'est-ce que le président Ouattara travaille. Et de manière bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois par mois, Conseil des ministres rigoureux, savoir ce qui se fait, ce que le gouvernement mené de main de maître par le Premier ministre Robert Begré-Mambé fait exactement. Et ceci pour un seul but, le bonheur de son peuple. Et en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a été d'abord âpre, ensuite aussi détendu pour mettre tout le monde à son aise. Nous retrouvons depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire l'équipe de CNN. Ce mercredi 17 septembre 2025, sous un climat tempéré sur le plateau, le quartier administratif qui abrite le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Dès 10 heures, sous les caméras de CNN Télévision et des télévisions étrangères accréditées au palais présidentiel et celles nationales, les ministres font leur entrée dans la salle du Conseil des ministres qui est à l'ordre du jour et sera présidée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En présence du Premier ministre chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, et du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Tiemoko Kone. C'est à 11 heures que son Excellence Alassane Ouattara fait son entrée, tout souriant comme pour détendre une atmosphère qui se traduit entre travail, respect de feuilles de route imposées aux membres du gouvernement et résultat pour la satisfaction du peuple ivoirien. C'est alors qu'après le Conseil de ministres à huis clos que le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly, s'est exprimé au point de presse face à la presse nationale et une impressionnante présence de la presse internationale. CNN Télévision présent à ce point de presse vous fait le compte rendu depuis le palais présidentiel de ce Conseil des ministres, dont les délibérations ont porté sur 25 points, dont 18 mesures générales comprenant un projet de loi, 17 projets de décret, 2 mesures individuelles, 5 communications et des points divers. Sur le projet de loi, au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté un projet de loi portant orientation de la politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, donc les PME, et des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Sur les 7 projets adoptés. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret portant création, composition, attributions et fonctionnement du comité de suivi de l'application des conventions de lutte contre la corruption en vigueur en Côte d'Ivoire. Le second décret adopté par le Conseil est un décret modifiant le décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, la GRAC, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022 et du 26 juin 2024. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 7 décrets. Les 6 premiers décrets portent chacun attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or, respectivement, à la société Somaco Global Resources SARL, en abrégé SGR SARL, dans le département de Tengrela. Le 7e décret adopté au titre donc du même ministère porte modification du décret du 24 avril 2019 portant attribution d'un permis d'exploitation minière à la société
Perseus Yaouré, SARL, dans le département de Boisflé. Au sujet des mesures individuelles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 décrets portant nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre des accréditations multiples à l'étranger. Il s'agit en fait donc d'extension de compétences. Au sujet des 5 communications adoptées. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire à la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 9, du 20 au 22 août 2025 à Yokohama au Japon. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au rapport 2023 sur l'état de transformation du service public en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la formulation de la nouvelle politique nationale de population 2026-2036. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté une communication relative à la situation de l'exécution du budget de l'État à fin juin 2025. Au titre du ministère de la Cohésion nationale et de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'élaboration et à la validation de la stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, 2025-2027. Sur les points de divers. Le Conseil a été informé du retour triomphal de nos jeunes basketteurs, donc de l'U16, compétition qui a vu le sacre des U16 filles comme vice-championnes d'Afrique et des U16 garçons comme champion d'Afrique. Comme de coutume, c'est alors qu'avec une présence remarquable de la presse étrangère, internationale et nationale, le ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a répondu sans embâche aux questions dont aucune au sujet du Conseil des ministres, mais alors des questions d'actualité. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit suppose le respect des textes qui régissent le pays. Les décisions du Conseil ne sont pas contestables. Ceux qui vont vouloir les contester, vont tomber sous le coup de la loi. Prochain Conseil des ministres le 1er octobre 2025. Et une fois ce Conseil de ministres achevé sans repli, le président de la République s'est encore donné d'autres audiences, parmi lesquelles celui accordé à M. Sidi Ould Tah, le président de la Banque africaine de développement, en sigle BAD, qui a été reçu par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour un entretien en présence de la secrétaire général de la présidence de la République, Mme Masseri Touré-Koné, de Mme Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire, et du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Fidel Sarasoro. Après une trentaine de minutes d'entretien, mêlés de remerciements au président de la République par le président de la Banque africaine de développement, et ce dernier de s'abreuver des orientations du chef de l'État ivoirien, tout en lui présentant le portefeuille de la Banque africaine de développement. Voilà qui réjouit les uns et les autres, et surtout les Africains, de savoir que tout se fait de manière mécanique et propre pour le bonheur des peuples africains. Avec au premier chef le leader, à savoir le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous quittons la Côte d'Ivoire juste après la réclame.
CNN est disponible sur les bouquets Créolink O12, numéricable O12, CNN Télévision sur le bouquet digital disponible sur votre téléphone Android, TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. CNN Libreville pour tous vos reportages. 077 967 128 ou 062 299 394 précédé du 241. Europe, Asie, Moyen et Proche-Orient. Plus 336 52 83 64 80. CNN Cameroun, 6 96 98 23 35 et 6 99 943 554. Pour l'étranger, précédé du 237. CNN Côte d'Ivoire, 07 57 77 95 84. Pour l'étranger, précédé du 225. Allons-y voir maintenant du côté de cet autre pays d'Afrique, à savoir Djibouti, présidé par son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh a pris part au sommet arabe islamique à Doha. Et oui, du côté de Doha, nous allons retrouver notre correspondante en Europe, Sylvie de Bois-Fleury, sous la coordination de Nadia Michel. Le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à Doha, la capitale du Qatar, où il prendra part du 14 au 15 septembre 2025 aux travaux d'un sommet conjoint de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Un sommet extraordinaire et d'urgence convoqué à la demande du Qatar, à la suite de l'attaque de l'État d'Israël, a perpétré sur son sol mardi dernier. Cette réunion exceptionnelle réunira les deux ordres, se positionne comme une plateforme essentielle de concertation pour tirer les conclusions du comportement de plus en plus belliqueux et intransigeant de l'État hébreu. Dans le cadre de cette rencontre, le monde arabo-islamique ne se limitera plus, comme par le passé, à appeler la communauté internationale à réagir face aux dérives excessives et aux penchants bellicistes d'Israël, qui fait preuve d'un refus croissant de respecter le droit international et les normes de la communauté internationale. Ce sommet prendra la forme d'une tribune solennelle visant à adresser à Israël une mise en garde ferme, l'enjoignant à mettre un terme à son mépris persistant et à ses agressions indiscriminées envers les pays membres de ces deux organisations. L'objectif ultime de ce sommet conjoint de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique est d'assurer aux États membres des garanties viables de sécurité afin de les protéger de toute nouvelle attaque en provenance d'Israël. À défaut d'une telle garantie, cette rencontre vise à instaurer un cadre efficace de dissuasion et de riposte militaire. Il importe de souligner que ce sommet revêt une importance capitale, notamment en raison du risque que l'État d'Israël réitère au sein du monde arabo-islamique une attaque analogue à celle perpétrée sur le sol qatari. Sous l'égide de son premier magistrat, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti participera à un rang efficient aux travaux de ce sommet. Outre sa participation aux travaux de ce sommet d'urgence, le chef de l'État djiboutien mettra, comme à l'accoutumée, à profit ce déplacement pour s'entretenir en marge avec plusieurs de ses homologues chefs d'État et de gouvernement, deux pays membres de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique, dont le dirigeant du pays hôte, l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. Dans le cadre de ce déplacement à Doha, le président de la République est accompagné d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdulkader Hussein Omar, le directeur du département arabe, l'ambassadeur Mohamed Douale Ouale et de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Qatar et bien d'autres. Tout en remerciant la représentante de l'Europe, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Asie, Madame Emilienne Nadia Michel, et ainsi que notre reporter officiel, Madame Sylvie de Bois-Fleury, pour l'Algérie. L'Algérie, présidée par son Excellence Monsieur Abdelmajid Tebboune, la République démocratique et populaire d'Algérie, est un pays riche de par son histoire et de par son économie. Et dans ce pays, nous parlons de la 4e foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue du 4 au 10 septembre 2025 dans sa capitale, Alger. Reportage CNN.
Lors de la 4e foire commerciale intra-africaine, tenue du 4 au 10 septembre à Alger, le groupe algérien Qatari Steel, leader algérien du fer à béton, a signé un accord de 1,210 milliards USD avec Shelter Afrique Development Bank, la seule institution panafricaine de financement de l'habitat et de l'immobilier en Afrique. Ce rapprochement et cette signature ont été facilités par Madame Nadija Dania Meliani, consultante internationale et présidente d'Africa SMB Algérie, associée à Monsieur Doga Dougoui, président d'Africa SMB Forum, plateforme créée en 2012 regroupant plus de 33 000 entreprises dans 53 pays, dont 32 en Afrique. Cette signature fait partie des 48,3 milliards USD d'accords enregistrés lors de cette édition de l'IATF organisée par Afrexim Bank avec le soutien de la République algérienne démocratique et populaire et de l'Union africaine ainsi que de la ZLECAf. C'est un plaisir aujourd'hui d'être ici à Alger entre des producteurs, à savoir un des leaders africains en termes de tout ce qui est métal et produits qui entrent dans le bâtiment. Donc c'est une très grande fierté pour Shelter Afrique de démarrer avec AQS qui nous permettra d'exporter cette qualité de produits dans d'autres marchés. Il faut savoir que Shelter Afrique intervient dans 44 pays africains et un des grands défis que nous avons, c'est de renforcer le commerce intra-africain et AQS nous donne cette opportunité-là aujourd'hui. Je suis contente d'avoir fait la relation B2B et la relation entre AQS et Shelter pour 1,210 milliard d'euros. Ce n'est qu'un début pour mon Algérie et pour l'investissement de toute l'Afrique, et l'Algérie fait partie de l'Afrique. Et c'est l'essentiel pour l'Algérie et toute l'Afrique. On a essayé d'être très rapide et on a réussi. On remercie l'organisme et on remercie surtout AQS et Shelter pour collaborer et signer 1,210 milliard d'euros. Retour au Gabon, ce pays présidé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema qui fait des choses au jour le jour et surtout surveille, ne donne pas des chèques en blanc à ses ministres, enfin aux membres du gouvernement, mais veille à tout, pour le bonheur aussi des Gabonais. C'est la nouvelle méthode un peu en Afrique. Au Gabon, nous parlons de l'armée et dans ce corps, 216 élèves officiers ont reçu leur parchemin. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour ces élèves officiers de recevoir ainsi leur parchemin devant le chef de l'État, à savoir le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage CNN. La présence solennelle du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'École nationale de police d'Ovendo marque la sortie officielle de la promotion 2023 des officiers et sous-officiers formés durant 2 ans dans cette école. Des honneurs militaires et l'exécution de l'hymne national ont souligné la solennité de la cérémonie parrainée par le général de brigade Denis Nikala Boutamba. Cette promotion de 216 hommes et femmes formés rigoureusement répond aux besoins urgents de renforcer des capacités de protection des personnes et des biens au Gabon. La première phase, consacrée à plusieurs distinctions, a reconnu l'engagement des prédécesseurs. Les promus s'engagent à servir la nation avec courage, détermination et loyauté. Je jure et promets de servir avec obéissance et discipline, de me comporter en toute dignité, d'être loyal et fidèle envers les institutions de la République, de consacrer mes forces à la défense de la légalité, à la sécurité des personnes et à la protection des biens. Je prends acte de votre serment et je vous renvoie à l'exercice de vos missions. À travers cette cérémonie protocolaire, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a une nouvelle fois manifesté son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, soulignant l'importance de leur rôle dans la préservation des intérêts nationaux. Par la même occasion, il a mis en lumière et magnifié sa détermination continue en faveur de l'édification d'une armée nationale exemplaire et respectée, insistant sur l'attachement aux valeurs cardinales qui doivent l'amener à répondre efficacement aux défis sécuritaires du Gabon, capable d'agir avec rapidité et efficacité pour défendre la nation. Vous allez prêter seulement
devant la plus haute autorité de l'État, garant de nos institutions républicaines, chef suprême de forces de défense et de sécurité. Ce serment vous lie moralement, juridiquement et symboliquement à la République, à ses lois, à ses valeurs et à son peuple. Ce moment solennel doit rester gravé dans vos mémoires comme le point de départ d'un engagement sans faille. Soulignant la centralité de cet événement, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, M. Herman Imongol, a invité les lauréats à être à la hauteur de l'espoir placé en eux. La présente cérémonie trace un nouveau départ vers la matérialisation de votre engagement. Ici et maintenant commence l'exercice pratique de votre métier. Un métier dont l'exemplarité est une exigence de tous les instants. Doit s'accomplir consciencieusement, conformément aux lois et règlements qui encadrent la corporation policière et l'ordre public. Au thème du rituel de remise d'insignes, une parade militaire savamment orchestrée a égayé l'assistance. Le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a exhorté les nouveaux promus à faire preuve d'abnégation et de professionnalisme pour mieux atteindre les objectifs de la République. Après le Gabon, juste on traverse le fleuve ou encore on prend les airs pour le Congo. Le Congo-Brazzaville, présidé par son Excellence l'Empereur Denis Sassou Nguesso, son Excellence. Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et du côté de Brazzaville, au Congo, l'information bouge et bouge aussi. Le Conseil consultatif de la femme du Congo sollicite l'appui du Sénat. Reportage depuis Brazzaville d'Esta pour CNN. Nommée en août dernier, la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme du Congo a récemment rencontré le président du Sénat, l'honorable Pierre Ngolo, dans le but de solliciter son implication active. Elle lui a exposé la nécessité de son soutien pour faciliter l'adoption des lois visant à améliorer les conditions de vie des femmes en insistant sur l'importance de son rôle institutionnel dans ce processus législatif. Le Sénat peut contribuer dans les propositions de loi. D'accord. Une fois, parce que le Conseil consultatif de la femme fait des propositions de loi au gouvernement. Donc le Sénat peut nous accompagner dans ce sens-là. La secrétaire exécutive a aussi mis en avant les initiatives qu'elle prévoit d'implémenter pour l'année 2025-2026. Nous avons beaucoup échangé sur les projets que le Conseil consultatif de la femme compte mettre en place pour fin 2025 et l'année 2026. Il nous a apporté tout son soutien. Il nous a surtout demandé d'être innovants, aller à l'écoute des femmes. Le Conseil consultatif de la femme a pour mission d'accroître sa présence sur le terrain, d'écouter et de formuler des avis à l'intention du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sur les questions relatives aux conditions des femmes et de proposer des mesures favorisant son intégration dans le développement du Congo. Nous restons toujours dans cette ambiance d'armée, un peu militaire, enfin une ambiance de sécurité. Et nous quittons le Congo, le pays présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo, pour la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire présidée par son Excellence Alassane Ouattara, qui est candidat à sa succession le 25 octobre 2025. Un chef d'État dont le travail est apprécié par tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous allons en Côte d'Ivoire et nous parlons de la cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de promotion des recrues de la session 2024. Le ministre des Eaux et Forêts remercie le chef de l'État de Côte d'Ivoire pour cette belle initiative instaurée. Reportage CNN Côte d'Ivoire dirigé par Ousmane Coulibaly.
L'École nationale des eaux et forêts a abrité la double cérémonie de présentation au drapeau et de baptême de promotion des recrues de la session 2024 ainsi que des fonctionnaires des eaux et forêts le jeudi 11 septembre 2025. Après une formation commune de base, 1000 élèves officiers et sous-officiers, tous issus du recrutement exceptionnel de l'année 2024, ont été présentés au drapeau. Parmi eux, 273 femmes et 727 hommes, dont 25 officiers et 975 sous-officiers. À cette dynamique s'ajoute le recyclage de 155 fonctionnaires des eaux et forêts déjà en activité. Une double cérémonie qui consacre aussi la promotion fidèle Sarah Soro. Le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, a exprimé sa gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir autorisé à travers le Conseil national de sécurité pour le renforcement des effectifs des agents techniques des eaux et forêts. Cette cérémonie me donne l'occasion de saluer avec reconnaissance Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour avoir autorisé, via le Conseil national de sécurité, le renforcement des effectifs des agents techniques des eaux et forêts à travers un programme triennal de recrutement exceptionnel allant de 2022 à 2024. Ce geste fort témoigne de son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine forestier, faunique et hydrique. La lutte contre l'orpaillage, le sciage abusif du bois, la pollution des ressources hydriques, entre autres, nécessite davantage des ressources humaines. Face à ces enjeux croissants, le ministre Laurent Tchagba a sollicité l'appui du ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire pour l'initiation d'une seconde phase de recrutement. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarah Soro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité et parrain de la cérémonie, a souligné que la Côte d'Ivoire constate fièrement, sous le leadership du président de la République, que les ressources naturelles, eau, forêt et faune, longtemps menacées, retrouvent progressivement et de manière significative une nouvelle vigueur, un nouveau souffle de vie et un nouvel espoir. Chers filleuls, vous avez désormais l'immense devoir de travailler ardemment à défendre notre faune, notre flore et nos ressources en eau. Il s'agit là d'un devoir sacré. Vous devez l'accomplir avec toute la force de votre engagement patriotique. L'engagement patriotique a été démontré à travers diverses démonstrations. Il convient de noter que la promotion Fidel Sarah Soro comprend 25 officiers et 975 sous-officiers. La Côte d'Ivoire affirme là sa volonté de lutter contre l'exploitation clandestine, le braconnage, l'orpaillage illégal, la pollution des eaux et tous les fossoyeurs de son patrimoine forestier, faunique et hydrique. Après la Côte d'Ivoire, nous allons dans le pays du président Paul Biya, qui lui aussi est candidat à sa succession, à savoir le 12 octobre 2025. C'est dire simplement que l'Afrique centrale et de l'Ouest va vivre pendant des mois et des mois encore des élections suprêmes dans différents pays. On leur souhaite aussi de ce côté de l'Afrique d'avoir une élection apaisée dans la paix, pour le bonheur de tous les Camerounais d'abord, et des Africains ensuite. Au Cameroun, la réunion de concertation entre les autorités administratives et sécuritaires du centre et le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, M. Antanganji. Et tout ça pour des élections apaisées en premier. Reportage CNN Cameroun. Le Cameroun s'active et se prépare pour un événement politique de grande envergure. Pour ce fait, le ministre camerounais de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Adji, a eu une réunion de concertation avec les autorités administratives et sécuritaires de la région du centre pour examiner la progression du processus électoral et garantir sa bonne marche. Une réunion qui a rassemblé autour d'une même table le gouverneur de la région du centre, M. Paul Nasseri Béa, ainsi que l'ensemble des préfets et sous-préfets de la région du centre. Elle se déroule dans un contexte national caractérisé par d'importants enjeux politiques et sécuritaires. L'objectif du gouvernement est de garantir une élection paisible, transparente et sécurisée sur l'ensemble du territoire national. Nous pensons qu'à l'issue de nos travaux, nous devons avoir une idée claire de l'évolution du processus dans la région du centre. Et comme vous le savez, Yaoundé, c'est le siège des institutions.
nous souhaitons que les choses se déroulent normalement. Nous demandons aux acteurs politiques de nous aider à mieux les aider. D'après les premiers rapports obtenus, le processus électoral est jugé satisfaisant à environ 85%. Le ministre de l'administration territoriale appelle à une vigilance continue avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Voilà pourquoi j'insiste sur, n'est-ce pas, une attitude responsable avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Un processus électoral, c'est un marché de projet contre projet, idée contre idée. Il ne faut pas verser dans les invectives, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et des propos irresponsables. Ça ne nous fait pas avancer le pays. Le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanganji, a également fait savoir que la transparence du scrutin sera renforcée par la présence de nouveaux observateurs, nationaux et étrangers, car comme il le dit, nous n'avons rien à cacher avant les travaux à huis clos. Le ministre Paul Atanganji a lancé un appel aux acteurs politiques à respecter les lois de la République, à adopter un discours mesuré et à promouvoir la paix ainsi que la cohésion sociale. Il est important de préserver les acquis de la nation. La paix, l'unité nationale, le vivre ensemble, c'est très important. À moins d'un mois des élections présidentielles du 12 octobre 2025 au Cameroun, l'attention se concentre désormais sur l'aptitude du Cameroun à relever le double défi d'une organisation technique impeccable et d'un climat politique apaisé. L'organisation soignée mise en place par le ministère de l'administration territoriale, accompagnée de sa vigilance en matière de sécurité et de la présence des observateurs, doit assurer à chaque Camerounais la capacité de faire entendre son choix dans la sérénité et la clarté. Le panorama de l'information politique en Afrique n'oublie personne. Nous quittons le Cameroun pour le Burkina Faso. Et dans ce pays, le Burkina Faso, appelé aussi le pays des hommes intègres, il y a des choses, des événements qui se déroulent pour le bonheur de leur peuple, à savoir le peuple burkinabé. Le Burkina Faso vient d'autoriser la délivrance des visas gratuits aux ressortissants africains désireux de se rendre dans leur pays, le Burkina Faso. Voilà qui va faire plaisir à tous les Africains de voir ce pays ouvrir comme ça ses frontières. Mais attention, il faudrait savoir que la pratique reste la même, à savoir la demande de visa, mais ce visa qui vous est octroyé gratuitement sans frais. Reportage CNN. Au Burkina Faso, le panafricanisme n'est pas simplement proclamé, il est démontré. Dans ce pays, l'action prévaut sur les paroles. À compter de ce jour, tout Africain désirant de se rendre sur le sol burkinabé n'aura pas à s'acquitter des frais de visa. C'est le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui l'a voulu. Le jeudi 11 septembre 2025, et le Conseil des ministres a pris cette décision. L'accès au territoire national burkinabé est conditionné par la présentation d'un visa valide, et ce, à l'exception, bien sûr, des dispositions d'exemption de visa prévues dans certains accords bilatéraux ou communautaires. Aujourd'hui, avec ce rapport, et ce conformément à la vision panafricaniste du chef de l'État, le Burkina Faso réaffirme sa ferme volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Désormais, avec ce rapport, aucun ressortissant africain ne déboursera une somme pour s'acquitter des frais de visa. Toutefois, il est important de noter que la gratuité n'implique pas une dépense de visa. Les démarches de demande restent obligatoires. Il suffit seulement de formuler la demande en ligne et de pouvoir bénéficier gratuitement de ce visa. Alors je tiens à souligner ici que la gratuité n'est pas l'exemption. Quand on parle de gratuité, ça veut dire que les demandes sont toujours formulées en ligne, les demandes font l'objet d'un examen et si la demande est acceptée, alors tout ressortissant africain qui passe par ce canal obtiendra gratuitement ce visa pour venir au Burkina Faso. Le sens profond de ce décret se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est réellement renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le continent africain. Et deuxièmement, c'est de renforcer l'intégration africaine. Le Conseil a également adopté un deuxième rapport visant à assainir la fonction publique. Cette fois, il s'agit de révoquer des agents publics coupables de fraude documentaire. Le ministère en charge de la fonction publique a révélé que 4 agents ont été révoqués pour avoir de faux diplômes lors de leur recrutement et de leur promotion.
Après le Burkina Faso, nous allons tout de suite dans le pays dirigé par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, à savoir le Tchad. Le Tchad est ce pays qui est situé comme ça à la crête du Cameroun. Marcel, montre-nous un peu ce pays. Quelques éléments clés qui, de manière touristique, peuvent attirer de nombreux étrangers. Quand je parle d'étrangers, ceux de l'Occident à venir faire un tour dans ce pays, le Tchad, et à y découvrir et même y faire des affaires. Et au Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État tchadien, a accordé une audience à une délégation des personnes vivant avec un handicap. Reportage CNN. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation des personnes vivant avec un handicap, conduite par le président du réseau des personnes handicapées du Tchad, M. Ngalmay Moussa. Les échanges ont porté essentiellement sur l'intégration à la fonction publique et la réinsertion sociale des personnes handicapées. Le sort de personnes vivant avec un handicap ou celui de toute autre personne vulnérable et au premier chef, le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Et pour témoigner l'attention qu'il accorde à ses frères et sœurs vivant avec un handicap, une audience leur a été accordée. La rencontre se tient en présence de la ministre de l'Action sociale ainsi que les proches collaborateurs du président de la République. À l'ordre du jour, discuter de vive voix et sans protocole de la situation de cette frange de la population, tout comme de leurs attentes. Au sortir de l'audience, une impression de satisfaction se dessine sur le visage des hôtes. Au maréchal, pour cette opportunité, c'est un honneur. Le fait qu'il nous a reçus en audience, c'est un signal fort envoyé à l'endroit de la société. C'est l'inclusion. Nous avons évoqué avec le maréchal des préoccupations qui concernent les personnes en situation de handicap dans notre pays. Nous avons évoqué quelques points relatifs à l'intégration à la fonction publique des personnes en situation de handicap, la formation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Nous avons évoqué aussi l'éducation inclusive des enfants en situation de handicap. Nous avons aussi évoqué avec le maréchal les différentes recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, notamment la création de l'Agence nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées, sans occulter les nominations, que ce soit les postes électifs et nominatifs. Je crois que ces différents points, nous les avons évoqués avec le maréchal et au retour, nous sommes rassurés par ce qu'il a donné comme réponse à ces différentes préoccupations. Certaines préoccupations, le maréchal avait instruit sur place qu'on doit prendre ces préoccupations en compte. Et d'autres préoccupations seront prises en compte dans le temps. Après le Tchad, rien de plus normal que de parler de l'instruction avec notre partenaire officiel dont les inscriptions se poursuivent du côté de Libreville, à savoir cette belle université. Marcel, montre-nous encore les images. Pas simplement ceux des Émirats, mais on va voir aussi du côté de Libreville, qu'est-ce que c'est cette université sur plusieurs hectares, où les étudiants ont des eaux, de la forêt pour se concentrer sur leurs études, des aires de jeu. Tout y est dans cette université, premier du genre, je dirais même en Afrique. L'UIL, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique.
Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Après ce clin d'œil à l'UIL, l'Université internationale de Libreville, rien de plus normal que de retrouver notre information tout en remerciant les efforts, pour les téléspectateurs d'abord, de notre représentante Nadia Michel et surtout du reporter officiel du CNN de ce côté de l'Europe, Madame Sylvie de Bois-Fleury, pour CNN. C'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, rien de plus normal de vous montrer une journée marathon. Il y en a plusieurs. Des journées marathon du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous allons nous focaliser sur la journée du 16 septembre, c'est-à-dire celle qui a précédé la journée du Conseil des ministres et tous les aléas, à savoir d'autres audiences accordées à des personnalités, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'attraction diplomatique et politique prouve simplement la bonne santé de ce pays. Un pays qui est en paix, et grâce aux Ivoiriens, d'abord dans un premier temps, et à la confiance accordée à leurs leaders, à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Presque 6 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance le 16 dernier au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Et ensuite, il a reçu une autre grande délégation qui lui ont apporté... C'est un événement très important qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et la fierté de tous les Ivoiriens. C'est l'heure de notre grand format. Il est 10h au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce mardi 16 septembre 2025, lorsque la garde républicaine prend place pour cette cérémonie diplomatique qui montre à souhait l'attraction diplomatique en République de Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest présidé par son Excellence Alassane Ouattara. C'est à 10h25 que les premières limousines pointent du nez lorsque le cortège diplomatique, avec à bord les ambassadeurs, fait son entrée dans l'enceinte de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de l'Angola, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise auprès de la République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger en République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur désigné de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur de la République d'Israël en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, reçoit les lettres de créance avec en tête de file son Excellence Oliviera Francisco Joaquim Nkodje, ambassadeur de l'Angola en Côte d'Ivoire. Entretien en présence du ministre directeur du cabinet civil, M. Fidel Sarasoro, du ministre des Affaires étrangères, du secrétaire général de la présidence de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par décret son Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République de l'Angola. M'accredite, auprès de votre Excellence, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Angola. Il est à noter que M. Oliviera Joaquim Francisco Nkodje est diplômé d'un master en droit international public à l'Institut de droit de Moscou en Russie et qu'il a été ambassadeur représentant permanent de l'Angola auprès de la CPLP et désormais ambassadeur de la République d'Angola en République de Côte d'Ivoire. Puis s'en est suivi un point de presse face aux médias nationaux et internationaux dont CNN. Aujourd'hui, c'est une grande journée
concernant les relations qui existent entre la République de la Côte d'Ivoire et la République d'Angola. Je suis là pour évoquer certains chapitres concernant la coopération qui existe entre l'Angola et la Côte d'Ivoire. Je vais voir d'abord les aspects qui existent entre les deux pays, tenant compte que nous sommes tous des Africains, principalement dans les aspects culturels. Donc la culture africaine, c'est la culture qui prend tous les pays d'Afrique. Honneur militaire à l'ambassadeur de la République d'Angola et départ. En second, Madame Machida Karadji, ambassadeur de la République libanaise en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence le Général Joseph Hand m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise. Son Excellence Madame Machida Karadji est diplômée d'un master en administration publique à l'École nationale d'administration, en sigle l'ENA, en France. Elle s'est accordé un bref résumé de sa rencontre avec le chef de l'État. Ma mission s'inscrira dans la continuité des liens historiques qui unissent nos deux pays. Elle reposera sur 3 axes principaux: renforcer la communication et le dialogue politique entre nos deux gouvernements, consolider et renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, valoriser le rôle de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, qui a toujours trouvé ici un accueil chaleureux et une terre d'opportunités, et contribuer à maintenir l'excellente coopération avec les différents ministères et institutions ivoiriennes. Honneur militaire avant de quitter le palais présidentiel. Autour de Madame Sandra Choufani, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence Madame la Gouverneure Générale, Mary Simon, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada. Madame Choufani a occupé plusieurs postes à Kandahar, en Afghanistan, puis à Ramallah, en Cisjordanie, et à Gaza. Et elle a assumé les fonctions de chef de la coopération en République démocratique du Congo de 2013 à 2017. Elle a été ambassadrice en Mongolie de 2023 à 2025, avant d'être nommée ambassadrice désignée en Côte d'Ivoire. Mon mandat consiste principalement à approfondir les relations entre nos deux pays. Notre engagement ici s'aligne à la stratégie du Canada en Afrique qui a été adoptée récemment, où la Côte d'Ivoire a été identifiée comme un pays prioritaire et stratégique. Nous allons œuvrer de près avec nos collègues et amis ivoiriens pour trouver des opportunités pour l'investissement canadien et surtout aussi dans non seulement le secteur minier où nous sommes déjà le plus grand investisseur, mais également dans des secteurs qui sont bénéfiques pour l'économie ivoirienne, dont l'énergie, l'infrastructure, la production agroalimentaire, les communications et les informations. Puis ensuite, honneur militaire et retour à ses occupations quotidiennes. Le 4e ambassadeur à présenter ses lettres de créance est Madame Alfari Sita Saïda Badamassi Djariri, ambassadeur extraordinaire de la République du Niger en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence le général Dramane Tchani, président de la République du Niger, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Madame Alfari Sita est diplômée en 3e cycle en diplomatie et diplômée d'études supérieures en droit notarial. Petit entretien avec le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et point de presse. Il faut dire que nos relations avec la Côte d'Ivoire sont très fraternelles et anciennes. Et mon mandat consistera à les consolider davantage dans tous les domaines d'intérêt commun et d'intérêt mutuel que nous avons, notamment dans le domaine économique, commercial, éducatif, culturel et bien tant d'autres.
Honneur militaire et l'ambassadeur désormais de la République du Niger en Côte d'Ivoire prend congé de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Irshad Razali, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire, est le 5e diplomate à présenter ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter et vous remettre les lettres rappelant ma prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence Monsieur Antonio Costa, Président du Conseil européen, Son Excellence Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Monsieur Irshad Razali fut précédemment ambassadeur de l'Union européenne en sigle UE auprès de la République du Ghana à Accra. L'Union européenne est à bien des égards le premier partenaire de la Côte d'Ivoire en termes commerciaux, en termes de relations économiques, en termes de transformation économique aussi. Je voudrais souligner, parce que c'est un aspect sur lequel on n'insiste pas souvent, et c'est un élément qui a été relevé par le président de la République, notre convergence de vues et notre attachement sur le respect du multilatéralisme, puisque c'est la maison commune qui fonde nos règles communes. Et nous avons un attachement similaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne au respect de la Charte des Nations Unies, au principe des Nations Unies. Et c'est un des éléments convergents. Nous avons des intérêts convergents, des valeurs partagées, et nous avons une vision commune. Honneur militaire et départ de la délégation de l'Union européenne. Pour clore avec la remise de lettres de créance, Son Excellence, M. Simon Clément Serouzi, ambassadeur d'Israël en République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres par lesquelles Son Excellence, Monsieur Yitzhak Herzog, le Président de l'État d'Israël, m'accrédite auprès de votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël. Son Excellence M. Simon Clément Serouzi est un diplomate israélien, ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël en France et ambassadeur adjoint d'Israël au Cameroun. Il est doté d'un master en administration publique et relations internationales de la Harvard Kennedy School of Government et de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Israël et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays qui se connaissent très bien. Nous avons accédé à l'indépendance à quelques années d'écart et sous l'impulsion du premier président, M. Houphouët-Boigny, et notamment de la première ministre Golda Meir, nos pays ont tout de suite collaboré dans des sujets centraux comme l'agriculture, la construction, l'irrigation. Et ceci a forgé une amitié très forte entre nos peuples, une amitié qui a perduré malgré les moments difficiles que nous avons pu traverser. Chacun de notre côté. Honneur militaire à Son Excellence l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire et départ de la délégation israélienne. Cette journée du 16 septembre 2025 ne fut de tout repos pour Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Car à 12h, arrivée de la délégation du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, conduite par M. Sheikh Al-Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, pour une audience avec le chef de l'État Alassane Ouattara, une audience pleine de surprises. On pouvait compter au rang de la délégation qui l'accompagnait, l'ambassadeur de la République de Mauritanie. L'entrée du président Alassane Ouattara et les salutations chaleureuses entre les deux hommes traduisent la respectabilité et un grand honneur qui traduit la circonstance de cette audience dont vous découvrez la teneur. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom du jury de la Fondation de la Conférence africaine pour la paix, composé d'avocats internationaux, d'universitaires et de spécialistes des droits humains, je voudrais rappeler que notre décision a été prise après une délibération approfondie, au
terme d'un processus où plusieurs personnalités présidentielles ont été considérées avec attention. Excellence, c'est à l'issue de ces travaux que notre choix s'est porté sur vous, car votre parcours illustre avec force un leadership qui associe stabilité, dialogue et vision. Votre action en faveur de la paix en Côte d'Ivoire et dans la région, ainsi que votre engagement constant pour la coopération entre les peuples, ont fait de vous le lauréat naturel et pour nous le meilleur choix. Une reconnaissance internationale qui honore son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, qui honore aussi le peuple de Côte d'Ivoire, tous pour le maintien de la paix, soutenu par l'ensemble du consortium international qui a traduit ici le message des nombreux décideurs et pas des moindres, comme a tenu à l'exprimer M. Cheikh Al-Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix. C'est alors que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est exprimé. C'est avec honneur et fierté que j'accepte au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et de tous mes concitoyens, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette reconnaissance représente un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je voudrais donc vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix dans notre pays et plus globalement sur notre continent. Comme vous le savez, la paix est pour nous, Ivoiriens, une seconde religion. Le président Félix Houphouët-Boigny en était un fervent défenseur. À sa suite, je m'attelle chaque jour à multiplier les actions en vue de consolider la paix. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour réitérer à mes concitoyens, aux dirigeants et au peuple africain ma ferme volonté d'œuvrer continuellement et sans relâche à la promotion de la paix, de la coexistence pacifique et du vivre ensemble. L'entretien entre son Excellence Alassane Ouattara et M. Cheikh Al-Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, en présence des deux délégations, dont celle de la Côte d'Ivoire, en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, du ministre directeur du cabinet civil, M. Fidel Sarasoro, du ministre des Affaires étrangères, sonne la remise d'une nouvelle surprise. Un tableau souvenir offert par son Excellence Cheikh Al-Mahfoud Ben Baya, secrétaire général du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, à son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Et c'est la séance qui clôt cette belle cérémonie et qui marquera à tout jamais une journée du 16 septembre 2025 empreinte de chaleur, de reconnaissance à un homme pour le maintien de la paix en République de Côte d'Ivoire. Voilà, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ainsi notre chef d'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, recevoir un prix pour la paix. Et ce prix décerné par un consortium international. Voilà qui fait plaisir, tout en vous rappelant tout simplement de rester toujours focalisé sur ce média, un média qui vous donne de l'information politique. Et avant de vous revenir, un clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur,
Master Recherche et Professionnel, Executive MBA, Doctorat. Venez vous former à l'Executive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Konstieka Weekly News, c'est ce programme hebdomadaire qui vous est offert sur vos chaînes de télévision, à savoir C-Direct, qui est cette télévision que vous trouvez sur la 569 du bouquet Canal+, pour ceux qui sont en Afrique, et sur MyBouquet africain, et pour ceux qui sont en Europe, qui peuvent se brancher sur des bouquets SFR, voilà, vous avez l'occasion de regarder cette chaîne, ainsi que sur Free, au 449 de ce bouquet qui est très populaire en Europe. Et ce programme est aussi diffusé sur CNN. CNN qui est pratiquement présent sur nombreux bouquets numériques, à savoir TV Garden, et aussi sur Blackstream, ces bouquets que vous retrouvez numériquement, c'est-à-dire pour ceux qui sont adeptes du digital, sur vos portables, sur vos laptops, et bien vous avez ces chaînes. Et ceux qui veulent être sur des bouquets digitaux, Crayoling au numéro 12 du bouquet Crayoling, ainsi qu'au numéro 12 du bouquet numéricable, sans oublier que vous pouvez aussi directement aller sur l'application cnntv.ci et en regardant aussi en replay et presque 24 heures sur 24 sur cette autre chaîne de télévision C-Web Info et en cliquant www.cwebinfo.ci. Vous avez l'occasion de ne louper aucune édition de ce Konstieka Weekly News et surtout, il faut le répéter, sur C-Web Info, vous avez de l'information africaine et quotidienne. Et sur CNN, comme je le disais tantôt, sachez qu'à 8 h, c'est la première diffusion le samedi, ainsi que tous les jours de la semaine, à 11h30, à 16h45 et à 19h. Voilà les horaires pour être au fait de l'information vraie et de ne pas se perdre en écoutant des informations par-ci par-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, le digital, les réseaux sociaux font des siennes. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Tout en remerciant toutes les équipes de ce programme Konstieka Weekly News qui travaillent d'arrache-pied pour vous offrir des informations vraiment et de les monter âprement, comme le fait si bien le coordinateur technique de ce programme, Monsieur Marcel Bassolet. C'est le lieu de vous remercier, de remercier toute l'équipe et de vous donner rendez-vous au prochain numéro. Je suis Konstieka. Au revoir.